En janvier 1994, dans un lit d'hôpital de Lyon, un homme de 68 ans serre la main d'un médecin avec une force désespérée. Georges Vallier, ancien gardien de l'orphelinat Saint-Vincent, murmure des mots qui vont bouleverser à jamais la compréhension d'un des mystères les plus troublants de la région Rhône-Alpes. « Docteur Mercier, dit-il d'une voix rauque, les 11 enfants de 1967, ils n'ont jamais fui, ils ont été vendus. » Cette confession, prononcée 27 ans après la disparition mystérieuse de 11 orphelins par une nuit glaciale de février 1967, va révéler l'existence d'un réseau criminel si horrifiant que même les enquêteurs les plus expérimentés peineront à en croire l'ampleur. Comment 11 enfants âgés de 6 à 12 ans ont-ils pu disparaître sans laisser la moindre trace d'un établissement religieux supposé les protéger ? Et pourquoi a-t-il fallu attendre près de 3 décennies pour que la vérité éclate enfin? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires criminelles réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, février 1967. La France de Charles de Gaulle traverse une période de prospérité économique, mais dans les ruelles pavées du 5e arrondissement, près de la colline de Fourvière, l'orphelinat Saint-Vincent abrite depuis 1923 les enfants abandonnés de la région. Cette imposante bâtisse de pierre blonde, typique de l'architecture lyonnaise du début du XXe siècle, se dresse rue des Fantasques, non loin de la basilique Notre-Dame de Fourvière qui domine la ville. L'établissement, dirigé par les Sœurs de la Providence, accueille en ce mois de février 1967 exactement 43 enfants âgés de 4 à 16 ans. La directrice, Sœur Marie-Claire Fontaine, une femme de 52 ans originaire de Bourg-en-Bresse, dirige l'institution d'une main de fer depuis 1961. Formée dans les traditions strictes de l'éducation catholique, elle maintient une discipline rigoureuse. Lever à 6 heures, prière, petit déjeuner dans le réfectoire silencieux, puis école dans les salles de classe aménagées au 2e étage. Les enfants dorment dans 2 dortoirs séparés, les filles au 3e étage, les garçons au 2e. Chaque dortoir contient 22 lits en fer forgé, alignés avec une précision militaire, séparés par de petites tables de nuit en bois où chaque enfant range ses maigres affaires personnelles. Les murs, peints d'un vert pâle institutionnel, sont ornés uniquement de crucifix et d'images pieuses. Le personnel se compose de 6 religieuses, d'une cuisinière laïque, Madame Jacqueline Noir, âgée de 45 ans, et de 2 gardiens de nuit qui se relaient. Georges Vallier, embauché en 1964, assure la surveillance nocturne du lundi au vendredi, tandis que Léon Charpentier, un homme de 60 ans, couvre les week-ends. Vallier, célibataire de 41 ans, a obtenu ce poste après avoir travaillé comme ouvrier dans une usine textile de Villeurbanne. Homme discret aux cheveux bruns clairsemés et aux yeux bleus délavés, il habite une petite chambre au rez-de-chaussée de l'orphelinat, à côté de la loge d'entrée. Parmi les 43 pensionnaires, 11 enfants vont marquer l'histoire de cet établissement de la façon la plus tragique qui soit. Il y a d'abord Émilie Renoul, 8 ans, arrivée à l'orphelinat en 1965 après la mort de ses parents dans un accident de voiture sur la route nationale 6. Petite fille aux cheveux châtains bouclés et aux yeux verts pétillants, elle excelle en arithmétique et rêve de devenir institutrice. Son lit se trouve près de la fenêtre du dortoir des filles, d'où elle aime observer les lumières de Lyon scintiller dans la vallée. Marc Delacroix, 10 ans, orphelin depuis l'âge de 5 ans, est arrivé de Roanne en 1962. Garçon robuste aux cheveux noirs et au regard sombre, il montre des aptitudes remarquables pour le dessin. Il passe ses heures libres à croquer les pigeons qui viennent se poser sur les rebords des fenêtres. Ses dessins, conservés précieusement dans une boîte en carton sous son lit, révèlent un talent artistique précoce. Sophie Lambert, 6 ans, la plus jeune du groupe, a été abandonnée à la naissance et ne connaît pas ses origines. Blonde aux yeux bleus, elle souffre d'un léger bégaiement qui disparaît quand elle chante. Sa voix cristalline enchante ses camarades lors des veillées organisées par sœur Marie-Thérèse, la plus jeune des religieuses. Les jumeaux Antoine et Julien Favre, âgés de 9 ans,
sont arrivés ensemble en 1964 après l'internement psychiatrique de leur mère. Inséparables, ils ont développé un langage gestuel particulier que personne d'autre ne comprend. Antoine, plus extraverti, compense la timidité maladive de son frère Julien, qui ne parle qu'à voix basse et uniquement à son jumeau. Catherine Moulin, 12 ans, la doyenne du groupe, fait figure de grande sœur protectrice. Orpheline depuis l'âge de 4 ans, elle aide les religieuses à s'occuper des plus petits. Bruno très fin, elle manifeste une maturité précoce et rêve de devenir religieuse à son tour. Puis il y a Paul Girard, 11 ans, arrivé en 1966 après la disparition mystérieuse de ses parents. Garçon intelligent mais turbulent. Il pose constamment des questions qui dérangent les adultes. Sa curiosité naturelle et son caractère indépendant en font un meneur parmi les enfants. Lucien Moretti, 7 ans, fils d'immigrés italiens morts dans un éboulement sur un chantier de construction, garde un fort accent du Sud malgré ses 3 années passées à Lyon. Petit et vif, il compense sa taille par un tempérament fougueux et une loyauté indéfectible envers ses amis. Enfin, Marie-Ange Perrin, 10 ans, Nicole Roux, 8 ans, et Thierry Blanc, 9 ans, complètent ce groupe d'enfants que le destin va tragiquement lier. Marie-Ange, orpheline de guerre dont le père est mort en Indochine, possède une intelligence vive mais se montre souvent mélancolique. Nicole, fille d'une mère célibataire décédée de tuberculose, excelle en couture et rêve de devenir modiste. Thierry, abandonné à la naissance, compense l'absence de famille par un attachement excessif aux adultes qui s'occupent de lui. Ces 11 enfants, malgré leurs différences d'âge et de caractère, ont tissé des liens particuliers. Ils forment un groupe soudé qui partage secrets et jeux, se soutient mutuellement face aux difficultés de la vie d'orphelin. Le soir, après l'extinction des feux, ils communiquent parfois d'un dortoir à l'autre par des chuchotements dans les couloirs ou des signaux lumineux discrets. L'hiver 1967 est particulièrement rigoureux dans la région lyonnaise. Depuis janvier, les températures descendent régulièrement en dessous de 0 et la neige recouvre les toits d'ardoise du 5e arrondissement. L'orphelinat, malgré son système de chauffage central installé en 1952, peine à maintenir une température confortable dans les vastes couloirs et les hautes chambres. Les enfants portent leurs gros pulls en laine même à l'intérieur, et leur respiration forme de petits nuages de buée dans les dortoirs. Cette atmosphère hivernale contribue à créer une ambiance particulière, presque irréelle, dans l'établissement. Les journées sont courtes, et dès 16 heures, l'obscurité enveloppe les bâtiments. Les lampadaires de la rue des Fantasques projettent leurs halos jaunâtres sur la façade de pierre, créant des jeux d'ombre qui dansent derrière les rideaux tirés des fenêtres. C'est dans ce contexte que va se dérouler l'événement qui marquera à jamais l'histoire de l'orphelinat Saint-Vincent et hantera la conscience de Lyon pendant des décennies. Le mardi 14 février 1967, la journée se déroule normalement à l'orphelinat. La Saint-Valentin n'est pas particulièrement célébrée dans cette institution religieuse, mais sœur Marie-Thérèse a autorisé les enfants à confectionner quelques petites cartes colorées pendant l'heure d'activité manuelle. Le thermomètre affiche -8 degrés Celsius et une fine couche de givre recouvre les vitres des fenêtres. Le réveil sonne comme chaque matin à 6 heures précises. Dans le dortoir des filles, Émilie Renoul aide Sophie Lambert, la plus petite, à s'habiller. Catherine Moulin, toujours matinale, est déjà debout et aide à réveiller les plus récalcitrantes. Au 2e étage, les garçons se lèvent dans les habituels grognements et protestations matinales. Les jumeaux Favre échangent leurs signes secrets. Marc Delacroix cherche sous son lit le carnet où il dessine. Et Paul Girard, comme à son habitude, se plaint du froid mordant qui règne dans le dortoir. La matinée suit son cours habituel. Après les prières de 6h30 et le petit déjeuner composé de pain, beurre et café au lait servi dans de gros bols en faïence, les enfants rejoignent leur salle de classe. Mademoiselle Bernadette Costes, institutrice laïque de 38 ans, dirige la classe des 6-10 ans, tandis que sœur Marie-Claire Fontaine enseigne personnellement aux plus grands. Vers 10 heures, pendant la récréation, plusieurs enfants remarquent une camionnette Citroën H
de couleur bleue stationné dans la rue des Fantasques, juste en face de l'orphelinat. Le véhicule, immatriculé dans le Rhône, porte l'inscription « Transports régionaux » sur ses flancs. Rien d'inhabituel en soi. De nombreux véhicules de livraison circulent quotidiennement dans le quartier. Pourtant, Marie-Ange Perrin fait remarquer à ses camarades que le chauffeur, un homme d'une quarantaine d'années, portant une casquette sombre, semble observer l'orphelinat depuis le volant de son véhicule. Le déjeuner se compose d'un pot-au-feu préparé par Madame Noire, accompagné de pommes de terre et de pain. Les 11 enfants déjeunent à leur table habituelle, près de la grande fenêtre du réfectoire, qui donne sur la cour intérieure. Leur conversation porte sur les cartes de Saint-Valentin qu'ils ont confectionnées le matin, et Lucien Moretti raconte une blague qui fait rire toute la tablée. L'après-midi est consacré aux activités scolaires habituelles. En géographie, sœur Marie-Claire fait réciter les départements français, et Catherine Moulin se distingue par ses excellentes connaissances. Paul Girard pose, comme souvent, des questions dérangeantes sur les colonies françaises, ce qui vaut un regard réprobateur de la religieuse. Dans la classe des plus petits, Sophie Lambert peine à lire un texte sur les saisons, son bégaiement s'accentuant sous le stress. Vers 15 heures, la camionnette bleue est toujours stationnée dans la rue. Cette fois, c'est Thierry Blanc qui la signale à sœur Marie-Thérèse pendant l'heure d'activité manuelle. La jeune religieuse jette un coup d'œil par la fenêtre, mais ne semble pas s'en inquiéter outre mesure. « Ce doit être un livreur qui attend », dit-elle simplement avant de retourner aider Nicole Roux à coudre un ourlet. Le goûter de 16 heures se compose de pain et de confiture de fraises. Les enfants mangent dans le petit réfectoire adjacent à la cuisine, éclairé par des lampes suspendues qui créent une atmosphère chaleureuse contrastant avec le froid extérieur. Antoine Favre semble particulièrement nerveux ce jour-là, chuchotant constamment à l'oreille de son jumeau Julien, qui hoche gravement la tête à chaque confidence. Après le goûter, les enfants disposent d'1 heure de temps libre avant les devoirs. Certains jouent aux billes dans la cour couverte, d'autres lisent dans la bibliothèque aménagée au premier étage. Marc Delacroix s'installe près d'une fenêtre pour dessiner, et c'est lui qui remarque que la camionnette a changé de position. Elle se trouve maintenant garée rue Tramassac, une rue parallèle qui longe l'autre côté de l'orphelinat. Le dîner, servi à 18h30, se compose d'une soupe de légumes, de fromage blanc et de compote de pommes. L'ambiance est détendue et les enfants bavardent joyeusement. Émilie Renoul raconte son rêve de devenir institutrice, ce qui fait sourire sœur Marie-Claire. Les jumeaux Favre semblent avoir retrouvé leur sérénité habituelle, et même le timide Julien participe à la conversation générale. Après le dîner, conformément au règlement, les enfants rejoignent la salle commune pour 1 heure de veillée. Sœur Marie-Thérèse lit un passage de l'Évangile, puis autorise les enfants à chanter quelques cantiques. Sophie Lambert, malgré son bégaiement, entonne d'une voix pure « Il est né le divin enfant ». Et tous reprennent en chœur. Ces moments de communion musicale comptent parmi les plus appréciés des pensionnaires. À 20 heures précises, sœur Marie-Claire donne le signal de la montée au dortoir. Les filles rejoignent le 3e étage, les garçons le 2e. Chaque enfant procède à sa toilette sommaire dans les lavabos collectifs installés à chaque étage, puis enfile sa chemise de nuit. Les 11 enfants échangent quelques mots discrets avant de regagner leurs lits respectifs. À 20h30, sœur Marie-Claire effectue sa ronde d'inspection habituelle. Elle vérifie que chaque enfant est bien couché, éteignant progressivement les lumières. Dans le dortoir des filles, elle s'attarde un instant près du lit de Sophie Lambert, qui a du mal à s'endormir à cause du vent qui siffle contre les fenêtres. « N'aie pas peur, ma petite », murmure-t-elle en remontant les couvertures jusqu'au menton de l'enfant. « Le bon Dieu veille sur toi. » Au 2e étage, elle trouve les garçons plus agités qu'à l'ordinaire. Paul Girard prétend avoir mal au ventre, les jumeaux Favre chuchotent dans leur lit et Marc Delacroix dessine encore à la lueur de la petite lampe de chevet. « Il est l'heure de dormir », dit fermement la directrice en éteignant la dernière lumière. « Demain sera une nouvelle journée. » À 21 heures, le silence règne officiellement dans l'orphelinat. Seuls persistent les bruits habituels de la nuit, le tic-tac de la grande horloge du hall d'entrée,
les craquements du parquet sous l'effet des variations de température et le pas régulier de Georges Vallier qui effectue sa première ronde nocturne. Vallier commence toujours sa surveillance par le rez-de-chaussée. Il vérifie que toutes les portes et fenêtres sont bien fermées, contrôle la chaudière au sous-sol, puis monte aux étages. Sa routine, parfaitement réglée après 3 années de service, l'amène à passer devant chaque dortoir vers 22 heures, minuit, puis 3 heures du matin. Lors de sa ronde de 22 heures, tout semble normal. Dans le dortoir des filles, il entend quelques chuchotements, mais rien d'inhabituel pour un soir d'hiver où les enfants peinent à trouver le sommeil. Au 2e étage, les garçons paraissent déjà endormis. Seule la respiration régulière de Thierry Blanc, qui souffre d'asthme léger, trouble légèrement le silence. À minuit, Vallier effectue sa 2e ronde. Cette fois, le silence est complet dans les 2 dortoirs. Il vérifie machinalement que les fenêtres sont bien fermées, car le vent s'est levé et la température a encore chuté. Son passage ne réveille personne, et il redescend dans sa loge pour préparer un café qui l'aidera à passer les dernières heures de garde. C'est vers 3 heures du matin que tout bascule. Georges Vallier remonte pour sa ronde habituelle, mais cette fois, quelque chose l'interpelle immédiatement. La porte du dortoir des filles, normalement entr'ouverte, est grande ouverte. Il presse le pas et découvre avec stupéfaction que 6 lits sont vides. Ceux d'Émilie Renoux, Sophie Lambert, Catherine Moulin, Marie-Ange Perrin, Nicole Roux et celui de Brigitte Lemoine, une fillette de 9 ans qui n'appartient pas au groupe des 11, mais dort dans le lit voisin de celui de Catherine. Vallier se précipite au 2e étage et constate que 5 lits du dortoir des garçons sont également vides. Ceux de Marc Delacroix, des jumeaux Antoine et Julien Favre, de Paul Girard, de Lucien Moretti et de Thierry Blanc. Les couvertures ont été soigneusement rabattues, comme si les enfants s'étaient levés sans précipitation. Dans un état de panique contrôlée, Vallier fouille immédiatement tout l'établissement. Il inspecte chaque recoin du rez-de-chaussée, descend au sous-sol, vérifie les toilettes, la cuisine, la chapelle. Aucune trace des enfants disparus. Toutes les portes et fenêtres sont fermées de l'intérieur, exactement comme il les a laissées lors de sa ronde de minuit. À 3h15, Vallier réveille sœur Marie-Claire Fontaine. La directrice, d'abord incrédule, constate par elle-même la disparition des 11 enfants. Elle interroge rapidement les autres pensionnaires, mais aucun n'a rien vu ni entendu. Certains dorment si profondément qu'ils ne se réveillent même pas malgré l'agitation. À 3h30, sœur Marie-Claire contacte le commissariat du 5e arrondissement. L'officier de permanence, d'abord sceptique face à ce qu'il prend pour une fugue collective, dépêche néanmoins une patrouille sur les lieux. À 4 heures, 2 agents arrivent à l'orphelinat. L'inspecteur Henri Girard, 43 ans, et son adjoint, le brigadier Marcel Dumont. Girard, policier expérimenté qui a déjà traité plusieurs affaires d'enfants fugueurs, examine minutieusement les dortoirs. Il note l'absence de désordre, l'état impeccable des lits abandonnés, et surtout l'absence totale d'affaires personnelles manquantes. Les vêtements des enfants sont soigneusement pliés sur leurs chaises respectives, leurs chaussures alignées au pied des lits. Seulement que leurs chemises de nuit. L'enquête préliminaire révèle plusieurs éléments troublants. Premièrement, aucune porte ni fenêtre ne présente de traces d'effraction. Deuxièmement, le système d'alarme rudimentaire installé sur la porte principale n'a pas été déclenché. Troisièmement, les enfants auraient dû passer devant la loge de Georges Vallier pour sortir, et celui-ci jure n'avoir rien entendu. Vers 5 heures du matin, les recherches s'étendent aux environs immédiats de l'orphelinat. Une dizaine de policiers ratissent les rues du 5e arrondissement, interrogent les rares passants matinaux, vérifient les caves et les cours d'immeubles. Les stations de métro et de bus ne sont pas encore ouvertes, ce qui limite théoriquement les possibilités de fuite. À 6 heures, l'alerte est donnée dans tous les commissariats de Lyon et de la région. Les gares sont surveillées, les contrôles routiers se multiplient. La description des 11 enfants est diffusée, leurs photographies distribuées. Pourtant, malgré ces efforts considérables, aucune trace ne sera jamais retrouvée. L'enquête officielle conclura, 3 mois plus tard, à une fugue collective organisée, hypothèse qui ne convaincra jamais totalement les enquêteurs, mais qui sera retenue faute d'alternatives crédibles.
Le mystère de la disparition des 11 enfants de l'orphelinat Saint-Vincent devient rapidement l'une des affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire de Lyon, alimentant rumeurs et spéculations pendant des décennies. Mais en cette nuit du 14 au 15 février 1967, tandis que les recherches se poursuivent vainement dans les rues glacées de Lyon, personne ne soupçonne encore la véritable horreur qui se cache derrière cette disparition apparemment inexplicable. Il faudra attendre 27 longues années pour que Georges Vallier, rongé par la culpabilité et la maladie, trouve enfin le courage de révéler l'épouvantable vérité. Les semaines qui suivent la disparition transforment radicalement l'atmosphère de l'orphelinat Saint-Vincent. Les 32 enfants restants vivent dans un climat d'angoisse permanente, oscillant entre la peur de disparaître à leur tour et l'espoir secret de revoir leurs camarades. Sœur Marie-Claire Fontaine durcit considérablement le règlement. Désormais, aucun enfant ne peut se déplacer seul dans l'établissement, les dortoirs sont verrouillés la nuit depuis l'extérieur, et un second gardien, Marcel Fontaine, cousin de la directrice, est embauché pour renforcer la surveillance nocturne. Georges Vallier, profondément marqué par les événements, devient encore plus silencieux et renfermé. Ses collègues remarquent qu'il a maigri, que ses mains tremblent parfois et qu'il sursaute au moindre bruit suspect. Il demande à plusieurs reprises à sœur Marie-Claire l'autorisation de démissionner, mais celle-ci refuse catégoriquement, arguant qu'il est le seul témoin direct de cette nuit mystérieuse et que son départ pourrait être mal interprété par les autorités. L'enquête officielle, menée par l'inspecteur Henri Girard, se heurte rapidement à des obstacles insurmontables. Malgré des investigations approfondies, aucun élément concret ne permet d'élucider la disparition. Les témoignages des autres enfants ne révèlent rien d'anormal concernant les jours précédant l'événement. Les personnels de l'orphelinat sont tous au-dessus de tout soupçon. Sœur Marie-Claire dirige l'établissement depuis 6 ans. Sans le moindre incident, les autres religieuses jouissent d'une réputation irréprochable. Et même Georges Vallier, malgré sa nervosité compréhensible, ne présente aucun antécédent judiciaire. Les investigations révèlent néanmoins quelques détails troublants qui alimentent les spéculations. Plusieurs témoins confirment la présence de la mystérieuse camionnette bleue Transports Régionaux dans les rues avoisinantes durant les jours précédant la disparition. Cependant, aucune entreprise de transport lyonnaise ne reconnaît ce véhicule et les vérifications auprès des services d'immatriculation n'aboutissent à rien de concret. Plus intriguant encore, l'analyse des registres financiers de l'orphelinat révèle plusieurs irrégularités mineures. Des sommes de 2 à 300 francs apparaissent périodiquement dans les comptes sans justification claire, toujours attribuées par sœur Marie-Claire à des dons anonymes. Ces montants, bien que modestes, représentent néanmoins l'équivalent d'1 mois de salaire pour un ouvrier de l'époque. L'enquête s'intéresse également aux familles d'origine des enfants disparus. Les investigations révèlent que plusieurs d'entre eux n'ont aucun parent connu vivant, ce qui complique les recherches généalogiques. Paul Girard, dont les parents ont mystérieusement disparu l'année précédente, intrigue particulièrement les enquêteurs. Son dossier d'admission à l'orphelinat mentionne vaguement un abandon par la famille sans précision supplémentaire. Au bout de 3 mois d'enquête intensive, l'inspecteur Girard doit se rendre à l'évidence. Aucune piste sérieuse ne permet d'expliquer la disparition simultanée de 11 enfants d'un établissement supposé sécurisé. Le rapport officiel, remis au procureur de la République en mai 1967, conclut à une fugue collective organisée, probablement facilitée par une complicité extérieure non identifiée. Cette conclusion, bien qu'insatisfaisante, permet de classer l'affaire sans pour autant abandonner totalement les recherches. L'impact sur la communauté lyonnaise est considérable. Les journaux locaux, Le Progrès en tête, relatent longuement l'affaire, provoquant une vague d'émotion dans la population. De nombreuses familles retirent leurs enfants des institutions religieuses de la région, et plusieurs orphelinats voient leurs effectifs chuter drastiquement. L'orphelinat Saint-Vincent lui-même perd la confiance du public. Les dons diminuent,
Les nouvelles admissions se raréfient et l'établissement connaît des difficultés financières croissantes. Sœur Marie-Claire Fontaine, malgré sa détermination à maintenir le fonctionnement normal de l'orphelinat, montre des signes évidents de détresse psychologique. Plusieurs témoins la voient pleurer pendant les offices religieux, et elle développe une tendance obsessionnelle à vérifier plusieurs fois par nuit la présence de tous les enfants dans leur lit. Sa santé se dégrade progressivement. Elle perd du poids, souffre d'insomnie chronique, et ses cheveux grisonnent prématurément. Les enfants survivants développent leur propre stratégie d'adaptation face au traumatisme. Certains, comme Brigitte Lemoine qui dormait près de Catherine Moulin, refusent catégoriquement de parler de leurs camarades disparus. D'autres, au contraire, idéalisent les absents et inventent des histoires fantastiques sur leur supposée nouvelle vie. Quelques-uns manifestent des troubles du comportement, terreur nocturne, énurésie, mutisme sélectif. Madame Jacqueline Noir, la cuisinière, remarque que plusieurs enfants refusent désormais certains plats qui étaient appréciés des disparus. Le réfectoire, autrefois animé par les rires et les conversations, devient progressivement silencieux. La table près de la fenêtre, où s'asseyaient habituellement les 11 enfants, reste vide par respect, mais aussi par superstition. Au fil des mois, l'orphelinat s'adapte tant bien que mal à sa nouvelle réalité. De nouveaux enfants arrivent, remplaçant progressivement les disparus, mais l'ambiance ne retrouve jamais sa spontanéité d'antan. Les nouveaux pensionnaires sentent instinctivement qu'un drame s'est produit ici, et cette atmosphère pesante influence leur comportement. Georges Vallier, quant à lui, s'enfonce progressivement dans une mélancolie profonde qui ne le quittera plus jamais. Il continue à assurer ses fonctions de gardien nocturne avec un professionnalisme irréprochable, mais ses collègues notent qu'il évite désormais de croiser le regard des enfants. Il développe une tendance à boire seul dans sa chambre après son service, habitude qui s'aggravera avec les années. L'hiver suivant, exactement 1 an après la tragédie, plusieurs incidents troublants se produisent à l'orphelinat. En février 1968, 3 enfants affirment avoir vu des silhouettes dans la cour intérieure pendant la nuit. Sœur Marie-Thérèse découvre des dessins laissés anonymement dans la chapelle, représentant 11 enfants tenant la main d'un homme en uniforme. Ces événements, bien qu'explicables par le traumatisme collectif, renforcent l'atmosphère d'angoisse qui règne dans l'établissement. En 1969, l'orphelinat connaît sa première fermeture temporaire. Une épidémie de grippe, particulièrement virulente cette année-là, contraint sœur Marie-Claire à renvoyer temporairement une partie des pensionnaires dans des familles d'accueil. Pendant ces 3 semaines de février, seuls Georges Vallier et 2 religieuses maintiennent la garde de l'établissement vide. C'est durant cette période que Vallier commettrait plus tard avoir eu les pensées les plus noires de son existence. Les années 1970 marquent une lente évolution de l'orphelinat vers des méthodes éducatives plus modernes. L'arrivée de sœur Bernadette Roussel, une jeune religieuse formée aux nouvelles pédagogies, insuffle un vent de renouveau dans l'établissement. Elle organise des activités thérapeutiques pour aider les enfants à surmonter leur traumatisme et encourage l'expression artistique comme moyen de libération psychologique. Cependant, malgré ces efforts de modernisation, l'ombre des 11 disparus continue de planer sur l'institution. Chaque 14 février, une messe commémorative est célébrée dans la chapelle, et les noms des enfants perdus sont gravés sur une plaque de marbre installée en 1972 dans le hall d'entrée. Cette cérémonie annuelle, loin d'apaiser les esprits, ravive chaque fois les interrogations et les souffrances. En 1975, un événement inattendu relance brièvement l'intérêt pour l'affaire. Un homme se présente à l'orphelinat, prétendant être Lucien Moretti, l'un des enfants disparus. Âgé d'une vingtaine d'années, il correspond physiquement au signalement que pourrait avoir Lucien 8 ans plus tard. Cependant, l'enquête approfondie menée par la police révèle qu'il s'agit d'un déséquilibré mental fasciné par l'affaire. L'homme, originaire de Marseille, avait mémorisé tous les détails publiés dans la presse et tentait de s'approprier l'identité de l'enfant disparu pour des raisons psychologiques complexes. Cet incident marque profondément Georges Vallier,
qui avait un instant cru à un miracle. L'espoir déçu aggrave sa dépression chronique et sa consommation d'alcool. Ses supérieurs hiérarchiques commencent à s'inquiéter de son état, mais sœur Marie-Claire, par loyauté et peut-être aussi par culpabilité, refuse de le licencier malgré les pressions. Les années 1980 voient l'orphelinat s'adapter aux nouvelles réglementations sociales françaises. La loi de 1984 sur la protection de l'enfance impose de nouveaux standards de sécurité et de surveillance, transformant radicalement le fonctionnement de l'établissement. Des caméras de surveillance sont installées, les procédures de contrôle des visiteurs renforcées et un système d'alarme électronique moderne remplace les anciennes serrures mécaniques. Ces modernisations, ironiquement, rendent encore plus incompréhensible la disparition de 1967. Comment 11 enfants ont-ils pu s'évaporer d'un bâtiment que les technologies des années 1980 rendent quasiment impénétrable? Cette question hante les nouveaux enquêteurs qui reprennent périodiquement le dossier, sans jamais progresser davantage que leurs prédécesseurs. En 1987, l'orphelinat Saint-Vincent célèbre ses 65 ans d'existence. La cérémonie, présidée par Monseigneur Albert de Courtrai, archevêque de Lyon, est l'occasion de rendre hommage aux éducateurs dévoués qui ont consacré leur vie à l'institution. Georges Vallier, alors âgé de 61 ans, reçoit une médaille pour ses 23 années de service fidèle. Cependant, les témoins de la cérémonie notent qu'il semble particulièrement ému et troublé lors de la remise de cette distinction. C'est vers cette époque que Vallier commence à manifester les premiers symptômes de ce qui sera diagnostiqué plus tard comme un cancer du poumon. Sa toux persistante, d'abord attribuée à ses années de tabagisme, s'aggrave progressivement. Il refuse obstinément de consulter un médecin prétextant que ce n'est rien de grave. Cette attitude inquiète sœur Marie-Claire, maintenant âgée de 72 ans, qui tente en vain de le convaincre de se soigner. L'année 1990 marque un tournant dans l'histoire de l'orphelinat. Les changements sociétaux, l'évolution des politiques de placement familial et la diminution du nombre d'orphelins traditionnels contraignent l'établissement à diversifier ses activités. L'institution devient progressivement un centre d'accueil temporaire pour enfants en difficulté sociale, modifiant fondamentalement sa vocation originelle. Cette transformation bouleverse Georges Vallier, qui voit disparaître les derniers vestiges du monde qu'il a connu pendant près de 3 décennies. Les nouveaux pensionnaires, souvent plus âgés et marqués par des traumatismes complexes, ne ressemblent en rien aux orphelins innocents des années 1960. Cette évolution accentue sa nostalgie douloureuse et ravive quotidiennement le souvenir des 11 enfants perdus. En 1992, sœur Marie-Claire Fontaine prend sa retraite après 31 ans de direction. Son départ marque la fin d'une époque et prive Georges Vallier de sa dernière confidente, la seule personne qui partage avec lui le poids des souvenirs de février 1967. Sa remplaçante, sœur Catherine Blanc, une femme de 45 ans formée aux méthodes modernes de gestion sociale, ne comprend pas l'attachement maladif de Vallier à l'ancien fonctionnement de l'orphelinat. L'aggravation de l'état de santé de Georges devient évidente au cours de l'année 1993. Sa toux s'accompagne maintenant d'expectorations sanglantes, il perd du poids de façon alarmante et sa fatigue l'oblige à écourter ses rondes nocturnes. Sœur Catherine Blanc insiste pour qu'il consulte un pneumologue, mais Vallier continue de refuser tout examen médical, comme s'il redoutait ce qu'un diagnostic pourrait révéler. C'est dans ce contexte de déclin physique et moral que Georges Vallier va vivre ses derniers mois de service à l'orphelinat Saint-Vincent. L'homme qui a gardé le silence pendant 27 ans sur les événements de février 1967 sent approcher le moment où il ne pourra plus porter seul le poids de son terrible secret. La maladie qui ronge son corps semble libérer en lui une urgence morale, longtemps refoulée, le poussant vers une confession qui va bouleverser à jamais la compréhension de cette tragédie. Le 15 janvier 1994, un matin glacial d'hiver lyonnais, Georges Vallier s'effondre dans la cour de l'orphelinat pendant sa ronde matinale. Sœur Catherine Blanc, alertée par l'absence inhabituelle du gardien au petit déjeuner, le découvre inconscient,
près de la fontaine centrale, sa respiration sifflante et laborieuse. L'ambulance du SAMU arrive 15 minutes plus tard et Vallier est transporté d'urgence à l'hôpital Édouard Herriot, le principal établissement hospitalier de Lyon. Le diagnostic tombe comme un coup près. Cancer bronchique généralisé en phase terminale. Le docteur Jean-Claude Mercier, pneumologue de 52 ans responsable du service d'oncologie pulmonaire, annonce à Vallier qu'il lui reste probablement moins de 3 mois à vivre. Cette nouvelle, que le gardien attendait secrètement depuis des mois, le plonge dans un état de prostration totale. Pendant les premiers jours d'hospitalisation, il refuse de s'alimenter, de recevoir des visites, et reste prostré dans son lit, fixant le plafond avec une expression indéchiffrable. Le docteur Mercier, médecin expérimenté qui a accompagné de nombreux patients en fin de vie, remarque rapidement que l'attitude de Vallier ne correspond pas au profil habituel des malades confrontés à l'annonce d'un pronostic fatal. Contrairement à la plupart de ces patients qui traversent les phases classiques de déni, colère, marchandage et dépression avant d'atteindre l'acceptation, Vallier semble soulagé par l'imminence de sa mort, comme si celle-ci représentait une délivrance longtemps espérée. « Monsieur Vallier, » lui dit le médecin lors d'un entretien en tête-à-tête le 20 janvier, « j'ai l'impression que quelque chose vous tourmente au-delà de votre maladie. Vous savez, beaucoup de mes patients ressentent le besoin de parler, de faire le bilan de leur existence avant de partir. Si vous souhaitez vous confier, je suis là pour vous écouter. » Cette proposition, formulée avec la bienveillance professionnelle habituelle du médecin, déclenche chez Vallier une réaction inattendue. Il éclate en sanglots, des larmes qu'il semble retenir depuis des décennies. Pendant les jours suivants, le docteur Mercier observe que son patient traverse une période de conflit intérieur intense. Vallier murmure parfois dans son sommeil des noms d'enfants, se réveille en sursaut au milieu de la nuit et manifeste une agitation croissante. L'infirmière de nuit, mademoiselle Anne Dufort, signale qu'il répète souvent « Il faut que je dise la vérité » dans ces moments de délire fébrile. Le 25 janvier, sœur Catherine Blanc rend visite à son ancien employé. Elle trouve un homme physiquement diminué, mais psychologiquement torturé par des remords qu'elle ne comprend pas. « Georges » lui dit-elle avec la compassion sincère qui caractérise sa vocation religieuse. Vous avez servi fidèlement l'orphelinat pendant 30 ans. Vous n'avez rien à vous reprocher. Confiez vos inquiétudes au Seigneur. Il vous accordera la paix. Cette visite, paradoxalement, aggrave l'état psychologique de Vallier. La bonté naturelle de sœur Catherine, son ignorance totale de la véritable nature de son secret, accentue son sentiment de culpabilité. Comment peut-il emporter dans la tombe une vérité qui pourrait enfin donner un sens à la disparition des 11 enfants? Comment peut-il laisser leur famille dans l'ignorance définitive de leur sort? Le docteur Mercier, formé à la psychologie des mourants, comprend que son patient vit un dilemme moral majeur. Monsieur Vallier, lui propose-t-il le 28 janvier, si quelque chose vous pèse sur la conscience, sachez que notre conversation sera couverte par le secret médical. Parfois, libérer sa conscience peut apporter une sérénité nécessaire pour aborder sereinement ces derniers moments. C'est cette proposition qui va déclencher la confession la plus bouleversante de l'histoire criminelle lyonnaise. Vallier fixe longuement le docteur Mercier, évaluant peut-être sa sincérité et sa capacité à entendre une vérité effroyable. Puis, d'une voix à peine audible, il murmure les mots qui vont tout changer. « Docteur, les enfants de l'orphelinat, en 1967, ils n'ont pas fui. Ils ont été vendus. Et j'ai aidé à les vendre. » Le docteur Jean-Claude Mercier reste un instant interdit, incapable de traiter immédiatement l'information que vient de lui confier son patient. La disparition des 11 enfants de l'orphelinat Saint-Vincent fait partie de la mémoire collective lyonnaise. Et comme beaucoup d'habitants de la région, il a grandi en entendant évoquer ce mystère jamais résolu. Mais l'idée qu'il se trouve face à l'un des acteurs de cette tragédie lui semble d'abord irréelle. « Monsieur Vallier, » dit-il prudemment, « c'est une accusation très grave que vous portez contre vous-même. Êtes-vous certain de vouloir me raconter cette histoire? Et surtout, êtes-vous sûr qu'elle correspond à la réalité ?» Le médecin,
formé à distinguer les délires pathologiques des confessions authentiques, observe attentivement les réactions de son patient. Mais le regard de Vallier, bien que marqué par la souffrance, reflète une lucidité indéniable. « Docteur, » reprend Vallier avec une détermination soudaine, « je vais mourir dans quelques semaines. Pendant 27 ans, j'ai vécu avec ce secret qui me ronge de l'intérieur. Si je ne parle pas maintenant, ces enfants resteront à jamais des disparus et leurs familles ne sauront jamais ce qui leur est vraiment arrivé. J'ai besoin de vous raconter toute la vérité. » Le docteur Mercier prend alors une décision qui va marquer sa carrière. Il accepte d'écouter cette confession, en prenant soin de prévenir son patient que, selon la gravité des révélations, il pourrait être contraint de prévenir les autorités judiciaires. Vallier acquiesce d'un hochement de tête résigné. « Je le sais, docteur. En fait, j'espère que vous le ferez. Ces enfants méritent que la vérité soit connue, même si elle arrive trop tard pour les sauver. » La confession de Georges Vallier s'étale sur plusieurs jours, entre le 29 janvier et le 3 février 1994. Le médecin, comprenant l'importance historique de ces révélations, prend des notes détaillées de chaque séance, avec l'accord de son patient. Ce qui émerge progressivement de ces entretiens dépasse en horreur tout ce que le docteur Mercier pourrait imaginer. « Tout a commencé en 1965, raconte Vallier d'une voix de plus en plus faible, mais déterminée. Un homme est venu me voir. Il s'appelait Albert Durand, du moins c'est le nom qu'il m'a donné. Il prétendait représenter une organisation caritative internationale qui plaçait des orphelins dans des familles aisées d'autres pays. Au début, j'ai cru à son histoire. Il parlait de donner une chance à des enfants défavorisés d'avoir une vie meilleure. Durand, selon le témoignage de Vallier, était un homme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtu, qui s'exprimait avec un accent difficile à identifier. Il avait approché le gardien de nuit en prétextant une enquête sociale sur les conditions de vie dans les orphelinats français. Il était très persuasif, se souvient Vallier. Il m'a expliqué que son organisation avait des contacts avec des familles riches en Amérique du Sud et en Afrique du Nord, qui souhaitaient adopter des enfants européens. Il disait que la bureaucratie française rendait ces adoptions impossibles par les voies légales. La manipulation psychologique exercée sur Vallier apparaît progressivement dans son récit. Durand avait étudié la personnalité du gardien, ses difficultés financières, sa solitude affective et sa relation ambiguë avec l'autorité religieuse de l'orphelinat. Il m'a fait comprendre que les religieuses ne s'intéressaient pas vraiment au bonheur individuel des enfants, qu'elles les considéraient comme des numéros dans un système. Il prétendait que son organisation offrait à ses enfants une opportunité de connaître l'amour familial et la prospérité matérielle. Le processus de corruption de Vallier s'est étalé sur plusieurs mois. Durand lui rendait visite régulièrement, toujours pendant ses heures de garde nocturne, apportant parfois de petits cadeaux, une bouteille d'alcool de qualité, un livre, de l'argent pour améliorer l'ordinaire. Il racontait des histoires touchantes d'enfants placés avec succès dans des familles d'accueil luxueuses, montrait des photographies supposées prouver leur bonheur. Il m'a montré des lettres, se rappelle Vallier avec amertume, des lettres soi-disant écrites par des enfants déjà placés qui remerciaient l'organisation de leur avoir offert une nouvelle vie. Je me rends compte maintenant que tout était faux, mais à l'époque, j'avais envie d'y croire. J'étais seul, mal payé, et l'idée de participer à quelque chose de bien me séduisait. La première mission confiée à Vallier consistait simplement à fournir des informations sur les enfants de l'orphelinat, leurs noms, leurs âges, leurs origines familiales, leur caractère. Durand prétendait que ces renseignements permettraient de mieux adapter les placements au profil des familles d'accueil. En échange de ces informations, Vallier recevait régulièrement des sommes d'argent modestes, mais bienvenues pour son maigre budget. Progressivement, avoue Vallier, Durand m'a demandé des services plus compromettants. Il voulait que je facilite l'accès de certaines personnes à l'orphelinat, que je détourne l'attention des religieuses pendant quelques minutes, que je laisse ouvertes certaines portes habituellement fermées. Il m'assurait que tout cela servait à mieux évaluer les enfants en vue de leur placement.
Le piège se referme définitivement sur Vallier au cours de l'automne 1966. Durand lui révèle alors la véritable nature de l'opération, mais d'une manière si progressive et manipulatrice que le gardien se trouve pris au piège, sans possibilité de retour en arrière. Il m'a expliqué que les familles d'accueil payaient très cher pour adopter ces enfants et que cette somme permettait de financer l'organisation. Il a présenté cela comme une forme de justice sociale, prendre aux riches pour aider les pauvres. À ce stade de la confession, le docteur Mercier réalise qu'il assiste aux révélations d'un crime d'une ampleur considérable. Il interrompt Vallier pour lui proposer la présence d'un avocat, mais celui-ci refuse catégoriquement. « Docteur, je n'ai plus le temps de jouer avec les procédures. Je veux juste que la vérité soit dite avant que je meure. Après, la justice fera ce qu'elle voudra de mes révélations. » Vallier reprend son récit, décrivant comment Durand lui a progressivement révélé l'existence d'un réseau international de trafic d'enfants qui opérait depuis plusieurs années à travers l'Europe. Il m'a dit que d'autres orphelinats participaient déjà au système, que c'était une pratique courante dans certains pays. Il minimisait la gravité de l'affaire en prétendant que les enfants auraient de toute façon une vie difficile dans les institutions françaises. La sélection des 11 enfants destinés à disparaître en février 1967 n'était pas le fruit du hasard. Durand et ses complices avaient minutieusement étudié les dossiers fournis par Vallier pour choisir leurs victimes selon des critères précis. Orphelins sans famille connue, enfants dont la disparition ne déclencherait pas d'enquêtes familiales approfondies, pensionnaires suffisamment jeunes pour être adaptables selon la terminologie cynique du réseau. Émilie Renoul était sur la liste parce qu'elle était intelligente et jolie, révèle Vallier avec une émotion palpable. Sophie Lambert, malgré son bégaiement, était demandée par un client spécifique. Les jumeaux Favre intéressaient une famille qui souhaitait 2 enfants d'âge similaire. Chaque enfant était sélectionné en fonction des demandes reçues par l'organisation. Cette révélation glaçante éclaire d'un jour nouveau la disparition de février 1967. Il ne s'agissait pas d'un enlèvement opportuniste, mais d'une opération commerciale planifiée selon les commandes d'acheteurs internationaux. Les enfants étaient littéralement des marchandises dans un catalogue macabre. Le docteur Mercier, bouleversé par ces révélations, comprend qu'il détient entre ses mains les clés d'un des crimes les plus odieux de l'histoire française récente. Mais Vallier n'en a pas terminé avec ses confessions. Les détails de l'opération du 14 février 1967 vont révéler une organisation criminelle d'une efficacité terrifiante. Le 14 février 1967, continue Vallier d'une voix de plus en plus faible mais résolue. Tout était minutieusement préparé depuis des semaines. Durand m'avait fourni un somnifère puissant à diluer dans le lait du goûter. Il s'agissait d'un produit inodore et sans goût qui devait endormir profondément les enfants sélectionnés sans affecter les autres. Le gardien décrit avec une précision effroyable le déroulement de cette soirée tragique. Vers 16 heures, profitant d'un moment où Madame Noire s'occupait de la préparation du dîner, il avait versé le somnifère dans le lait destiné aux 11 enfants choisis. Durand m'avait expliqué que le produit agirait progressivement, que les enfants s'endormiraient naturellement vers 22 heures et dormiront si profondément qu'ils ne se réveilleraient pas avant le lendemain midi. Cette information explique enfin pourquoi aucun enfant n'avait résisté ou crié pendant l'enlèvement. Les victimes étaient droguées, inconscientes, totalement à la merci de leurs ravisseurs. Les autres pensionnaires n'ont rien entendu parce qu'il n'y avait rien à entendre, avoue Vallier avec une amertume infinie. Les 11 enfants étaient plongés dans un sommeil artificiel si profond qu'ils ne pouvaient ni bouger ni parler. Vers minuit, conformément au plan établi, Vallier avait ouvert discrètement la porte de service qui donnait sur la ruelle arrière de l'orphelinat. 3 hommes l'attendaient, Durand et 2 complices que le gardien ne connaissait que sous les prénoms de Marcel et Louis. Ils portaient des blouses blanches d'infirmiers et transportaient une civière pliante et des couvertures. Ils sont montés directement au dortoir, raconte Vallier avec des sanglots dans la voix. Moi, je suis resté en bas pour surveiller. Ils ont descendu les enfants un par un,
enveloppés dans des couvertures, et les ont installés dans la camionnette bleue garée dans la ruelle. Tout s'est déroulé en silence, avec une efficacité professionnelle terrifiante. L'opération n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Les ravisseurs avaient soigneusement préparé le transport. La camionnette était aménagée avec des matelas et un système de ventilation pour éviter que les enfants drogués ne suffoquent pendant le voyage. Durand m'a assuré qu'il ne risquait rien, que le voyage se déroulerait sans problème et que les enfants se réveilleraient dans leur nouvelle famille d'accueil. Après le départ de la camionnette, Vallier avait refermé la porte de service et était remonté au dortoir pour réorganiser les lits vides. J'ai replié les couvertures, aligné les oreillers pour que tout paraisse normal. Durand m'avait dit de faire comme si les enfants étaient partis d'eux-mêmes, de créer l'illusion d'une fugue collective. Puis était venu le moment le plus difficile. Attendre 3 heures du matin pour découvrir la disparition et donner l'alerte. Ces 3 heures ont été les plus longues de ma vie, confie Vallier. Je savais que j'avais participé à quelque chose d'irréparable, mais Durand m'avait convaincu que c'était pour le bien des enfants. Il disait qu'ils auraient des vies meilleures que dans un orphelinat français des années 1960. Le docteur Mercier interrompt le récit pour poser une question cruciale. « Monsieur Vallier, avez-vous eu des nouvelles de ces enfants après leur disparition ? Durand a-t-il tenu ses promesses concernant leur placement ? » La réponse de Vallier va révéler l'ampleur de sa naïveté et l'horreur de la réalité. Pendant quelques mois, avoue-t-il, Durand m'a donné des nouvelles rassurantes. Il disait que les enfants s'adaptaient bien, qu'ils étaient heureux dans leur nouvelle famille. Il m'a même montré quelques photographies où on voyait des enfants qui leur ressemblaient dans des maisons luxueuses. Mais j'ai commencé à avoir des doutes quand il a refusé de me donner des adresses précises pour que je puisse leur écrire. Les soupçons de Vallier se sont transformés en certitudes horrifiées au cours de l'année 1968. Un soir d'octobre, Durand était arrivé ivre à l'orphelinat et avait révélé la véritable destination des enfants. Il m'a dit que les familles d'accueil étaient en réalité des réseaux de prostitution et de travail forcé, que les enfants étaient vendus à des clients qui les exploitaient sexuellement ou les utilisaient comme esclaves domestiques en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Cette révélation avait plongé Vallier dans un état de choc si profond qu'il avait tenté de se suicider cette nuit-là. J'ai voulu me pendre dans ma chambre, mais la corde a cassé. Durand m'a trouvé inconscient le lendemain matin et m'a sauvé la vie. Ironiquement, l'homme qui m'avait détruit m'a empêché de mourir. Durand avait alors révélé à Vallier l'étendue du réseau criminel auquel il participait. Il m'a expliqué que l'organisation opérait dans toute l'Europe depuis les années 1950, que des centaines d'enfants avaient déjà été vendus de cette façon. Il m'a dit que si je parlais, je serais accusé de complicité et que personne ne me croirait contre une organisation si puissante. Le chantage exercé sur Vallier était double. D'une part, la menace de révéler sa participation au crime, d'autre part, l'argument selon lequel les révélations ne serviraient à rien puisque les enfants étaient de toute façon perdus à jamais. Durand m'a fait comprendre que parler ne ramènerait pas les enfants, mais détruirait ma vie et celle des religieuses innocentes de l'orphelinat. C'est ainsi que Georges Vallier s'est trouvé prisonnier d'un silence de 27 ans, rongé par la culpabilité, mais paralysé par la peur et le sentiment d'impuissance. Chaque nuit, en faisant mes rondes, je voyais les visages de ces 11 enfants. Je me demandais s'ils étaient encore vivants, s'ils souffraient, s'ils pensaient parfois à l'orphelinat. Le docteur Mercier, bouleversé par ces révélations, pose une dernière question essentielle. Monsieur Vallier, connaissez-vous les véritables identités des membres de ce réseau? Avez-vous des informations qui pourraient permettre de les retrouver? La réponse de Vallier va orienter la suite de l'enquête judiciaire. Durand n'était pas son vrai nom, révèle le mourant. Un jour, j'ai trouvé dans sa poche un passeport au nom d'Alexandre Moretti. Il était né en Corse en 1923 et avait des liens avec des organisations criminelles italiennes. Ses complices, Marcel et Louis, parlaient avec des accents du sud de la France. L'un d'eux avait une cicatrice en forme de croix sur la main droite.
Ces détails, même parcellaires, constituent les premières pistes concrètes pour identifier les responsables du réseau criminel. Vallier fournit également des descriptions physiques précises des trois hommes, leurs habitudes, leurs méthodes d'approche. Il révèle l'existence de documents cachés dans sa chambre de l'orphelinat, des lettres de Durand, des photographies et surtout une liste manuscrite des commandes d'enfants avec leurs caractéristiques spécifiques. J'ai gardé ces documents pendant 27 ans, avoue Vallier. Au début, je pensais qu'ils pourraient servir de preuve si je décidais de parler. Puis ils sont devenus comme des reliques de ma culpabilité, des rappels constants de ce que j'avais fait. La confession complète de Georges Vallier s'achève le 3 février 1994, exactement 27 ans et quelques jours après la disparition des 11 enfants. Le docteur Jean-Claude Mercier, profondément bouleversé par ces révélations, comprend qu'il détient entre ses mains l'une des affaires criminelles les plus importantes de l'histoire française récente. Conformément à ses obligations légales et morales, il contacte immédiatement le procureur de la République de Lyon pour l'informer de la situation. Le 4 février, une équipe d'enquêteurs dirigée par le commissaire principal François Dumont arrive à l'hôpital Édouard Herriot pour recueillir officiellement la déposition de Vallier. Malgré son état de santé critique, le mourant insiste pour répéter intégralement sa confession devant les autorités judiciaires. « Il faut que tout soit officiel », murmure-t-il avec ses dernières forces. Ces enfants méritent que la vérité soit établie légalement. L'interrogatoire officiel dure 3 heures, entrecoupé de pauses nécessaires à l'état de fatigue extrême de Vallier. Les enquêteurs, d'abord sceptiques face à ces révélations tardives, sont progressivement convaincus par la précision des détails fournis et la cohérence du récit. Vallier répond à toutes leurs questions avec une sincérité évidente, n'hésitant pas à accabler sa propre responsabilité dans les événements. Le même jour, les policiers se rendent à l'orphelinat Saint-Vincent pour perquisitionner l'ancienne chambre de Georges Vallier. Dans une cavité dissimulée derrière une plainte, ils découvrent effectivement les documents mentionnés par le mourant, 15 lettres signées A. Durand, 6 photographies d'hommes non identifiés et surtout une liste manuscrite détaillant les profils recherchés pour différents clients du réseau. Cette liste, rédigée de la main de Vallier sous la dictée de Durand, constitue un document d'une valeur probante exceptionnelle. Elle mentionne explicitement les noms des 11 enfants disparus, leurs âges, leurs caractéristiques physiques et en face de chaque nom, une destination géographique. Émilie R, Maroc, client Nugla 47. Sophie L, Argentine, client Nugde 23, Jumeaux F, Algérie, client Nugde 18. Cette comptabilité macabre révèle l'organisation commerciale méthodique du réseau criminel. L'analyse graphologique confirme que l'écriture correspond bien à celle de Vallier, mais révèle également des traces d'autres écritures, probablement celles de Durand et de ses complices. Les lettres découvertes, datées entre 1965 et 1968, détaillent le fonctionnement du réseau et mentionnent d'autres orphelinats européens impliqués dans le trafic. Une carte de l'Europe à noter révèle l'ampleur géographique de l'organisation. Des établissements en Espagne, en Italie, en Belgique et même en Allemagne participaient apparemment au système. L'enquête s'étend immédiatement au niveau international. Interpol est saisi du dossier et des investigations sont ouvertes dans tous les pays mentionnés dans les documents. Les autorités marocaines, algériennes et argentines sont contactées pour rechercher d'éventuelles traces des enfants français disparus ou de leurs ravisseurs. Parallèlement, les enquêteurs français tentent d'identifier les membres du réseau grâce aux descriptions fournies par Vallier. Le nom d'Alexandre Moretti correspond effectivement à un individu né en Corse en 1923, mais les vérifications révèlent que cette personne est officiellement décédée en 1971 dans un accident de voiture près de Marseille. Cette mort suspecte pourrait être liée aux activités criminelles du réseau, mais elle rend impossible tout interrogatoire direct. Les recherches sur les complices Marcel et Louis s'avèrent plus complexes, ces prénoms étant probablement des pseudonymes. Cependant, la description de la cicatrice en forme de croix
permet d'identifier un suspect potentiel. Marcel Bonnefoy, né en 1928 à Montpellier, connu des services de police pour trafic d'armes et prostitution, portant effectivement une cicatrice caractéristique à la main droite. Malheureusement, Bonnefoy purge une peine de prison en Espagne depuis 1989 pour trafic de drogue, ce qui complique son extradition. Le 8 février 1994, 4 jours après sa confession officielle, Georges Vallier s'éteint paisiblement dans son lit d'hôpital. Ses derniers mots, rapportés par l'infirmière de garde, sont « Maintenant, ils savent la vérité. J'espère que les enfants me pardonneront ». Sa mort marque la fin d'un calvaire de 27 ans, mais ouvre paradoxalement une nouvelle phase dans l'investigation de cette affaire tragique. Les funérailles de Vallier, célébrées le 12 février à l'église Saint-Paul du 5e arrondissement, attirent une foule considérable. Outre les anciens collègues de l'orphelinat et quelques habitants du quartier, de nombreux journalistes et curieux assistent à la cérémonie. Sœur Catherine Blanc prononce une homélie émouvante, évoquant la rédemption par la vérité et le courage ultime d'un homme tourmenté par ses fautes. L'impact médiatique de la confession de Vallier dépasse largement les frontières régionales. Les journaux nationaux reprennent l'affaire, révélant l'existence de ce réseau de trafic d'enfants qui a opéré impunément pendant des années. L'opinion publique française découvre avec horreur que des institutions supposées protéger les enfants ont pu servir de réservoir à des criminels sans scrupules. Cette révélation déclenche une remise en question profonde du système de protection de l'enfance français. Des commissions d'enquête parlementaires sont constituées pour examiner les failles qui ont permis de tels crimes. De nouveaux protocoles de sécurité sont mis en place dans tous les établissements accueillant des mineurs, et le contrôle du personnel fait l'objet de procédures renforcées. L'orphelinat Saint-Vincent, malgré l'innocence évidente des religieuses dans cette affaire, ne se remet jamais totalement du scandale. L'établissement ferme définitivement ses portes en 1996, 2 ans après les révélations. Le bâtiment est vendu à un promoteur immobilier qui le transforme en résidence de standing, effaçant physiquement les traces de cette tragédie. Sœur Marie-Claire Fontaine, l'ancienne directrice maintenant âgée de 79 ans, est profondément affectée par la découverte de la vérité. « Comment ai-je pu ne rien voir ?» répète-t-elle lors des interrogatoires complémentaires. « Ces enfants étaient sous ma protection et j'ai échoué à les sauver. » Elle décède en 1995, emportant avec elle le poids d'une culpabilité qu'elle ne méritait pourtant pas. Les investigations internationales révèlent progressivement l'ampleur du réseau criminel démantelé par la confession de Vallier. En Espagne, les autorités découvrent l'existence d'un orphelinat près de Séville qui servait de plaque tournante pour le trafic d'enfants vers l'Afrique du Nord. En Italie, 3 établissements religieux font l'objet d'enquêtes approfondies après la découverte de documents compromettants. Malheureusement, aucun des 11 enfants français n'est retrouvé vivant. Les pistes mènent à des destinations lointaines, où les traces se perdent dans les méandres de réseaux criminels locaux. Quelques témoignages fragmentaires suggèrent que certains enfants ont pu survivre jusqu'à l'âge adulte, mais leur identification formelle s'avère impossible après tant d'années. En 1995, un témoignage troublant parvient aux enquêteurs français. Une femme de 28 ans, résidente au Maroc et répondant au prénom d'Amina, contacte l'ambassade de France à Rabat. Elle prétend être Émilie Renoux et conserve des souvenirs précis de l'orphelinat lyonnais. Cependant, l'expertise ADN réalisée sur des échantillons prélevés dans l'ancienne chambre d'Émilie ne confirme pas cette identification. Il s'agit probablement d'une femme traumatisée qui s'est appropriée l'identité d'une victime du réseau. D'autres témoignages similaires parviennent sporadiquement aux autorités françaises. Un homme en Argentine qui prétend être Marc Delacroix, une femme en Algérie qui dit s'appeler Catherine Moulin. Mais aucune de ces identifications ne résiste aux vérifications scientifiques. Il semble que les véritables victimes aient été si profondément déracinées de leur identité originelle qu'elles aient perdu jusqu'au souvenir de leur nom français. L'enquête judiciaire se conclut officiellement en 1997, 3 ans après la confession de Vallier.
Malgré l'identification de plusieurs membres du réseau criminel, la plupart sont décédés ou introuvables. Seul Marcel Bonnefoy est extradé d'Espagne et jugé à Lyon en 1998. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'enlèvement et séquestration en bande organisée, mais refuse de révéler le sort exact des enfants français. Le procès de Bonnefoy attire une attention médiatique considérable. Les familles des victimes, ou leurs descendants lorsque les parents sont décédés, assistent au débat dans l'espoir d'obtenir enfin des réponses définitives. Mais l'accusé maintient un silence obstiné sur les détails du trafic, emportant ses secrets dans sa cellule où il mourra en 2003 d'un cancer. En 1999, une plaque commémorative est inaugurée sur l'emplacement de l'ancien orphelinat Saint-Vincent. Elle porte les noms des 11 enfants disparus et cette inscription, à la mémoire d'Émilie, Sophie, Catherine, Marie-Ange, Nicole, Marc, Antoine, Julien, Paul, Lucien et Thierry, victimes innocentes de la barbarie humaine. Que leurs souvenirs nous rappellent notre devoir de protection envers tous les enfants. Cette cérémonie d'inauguration, présidée par le maire de Lyon de l'époque, Raymond Barre, marque symboliquement la fin d'un chapitre douloureux de l'histoire lyonnaise. Mais pour les familles des victimes, la douleur reste entière. Elles ont enfin la vérité sur ce qui est arrivé à leurs enfants. Mais cette vérité est si atroce qu'elle ajoute à leur souffrance initiale l'horreur de savoir. L'affaire des 11 enfants de l'orphelinat Saint-Vincent devient un cas d'école dans les formations policières et judiciaires françaises. Elle illustre tragiquement comment des réseaux criminels peuvent exploiter les failles du système de protection sociale pour commettre les crimes les plus odieux. Elle démontre également l'importance du témoignage tardif pour élucider des affaires apparemment insolubles. Aujourd'hui, près de 30 ans après la confession de Georges Vallier, l'affaire continue d'interroger notre société sur sa capacité à protéger ses membres les plus vulnérables. Elle rappelle que derrière chaque enfant disparu se cache potentiellement une tragédie humaine d'une ampleur insoupçonnée, et que la quête de vérité, même tardive, reste un impératif moral absolu. Cette affaire nous révèle comment un réseau criminel organisé a pu exploiter pendant des années la vulnérabilité d'enfants orphelins, transformant des institutions censées les protéger en source d'approvisionnement pour un trafic international. La confession tardive de Georges Vallier démontre que même les complices les plus périphériques d'un crime peuvent porter le poids de la culpabilité pendant des décennies. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous soupçonné la véritable nature du réseau criminel dès les premiers indices? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres affaires criminelles réelles. Likez cette vidéo si elle vous a touché et partagez-la avec ceux qui s'intéressent aux grandes énigmes judiciaires de notre époque.